8h08, vous écoutez Québec Réveil. On inaugure aujourd'hui un segment ou une chronique féministe avec Aude Seppé. Très, très heureux de cette nouvelle collaboration-là avec Aude. C'est une artiste multidisciplinaire, toute jeune, mais avec un parcours fort riche déjà. Elle est diplômée du programme de théâtre musical de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx à Montréal. Sainte-Thérèse. Ouais. Sainte-Thérèse, pardon, oui, c'est vrai, Sainte-Thérèse. Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en jeu. Elle est comédienne, chanteuse, autrice, metteur en scène. Elle est très interpellée par les enjeux politiques, Aude, et ça fera d'ailleurs l'objet d'un spectacle qu'elle va présenter en février. On aura l'occasion d'en reparler à sa prochaine visite ici en studio. Ça va s'appeler Porte Close. Les billets sont déjà en vente. Oui, je présume que c'est ta exactement, première acte, si je ne l'ai pas dit. Donc, ce sera à partir du 25 février jusqu'au 8 mars. Elle est très occupée en ce moment, mais elle a quand même trouvé le temps de venir faire sa première chronique en studio malgré le froid intense. Bonjour, Aude. Bonjour, Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Non. Ben oui, effectivement, je m'implique en politique en plus du théâtre. Là, c'est vraiment deux passions communes. En ce moment, je suis au bac à temps partiel à l'Université Laval. Donc, il y a aussi... c'est ça, j'approfondis mes connaissances en politique et aussi en féminisme. J'avais un cours genre et société à l'Université Laval que je recommande aux auditeurs. Donc, c'est ça. Vraiment, théâtre, politique, féminisme, c'est comme Puis tu maries tout ça. C'est-à-dire que tu mets de la politique puis du militantisme dans ton art. Oui, exactement. Particulièrement dans cette pièce-là qui porte directement sur la politique comme vraiment on se l'imagine, la politique classique, l'Assemblée nationale. C'est vraiment un focus au Québec, par contre. Mais c'est sûr que toutes les pièces que je vais écrire seront définitivement sous un angle féministe et il y aura toujours une portée politique, même si ça abordera pas nécessairement tout le temps l'Assemblée nationale. Non, évidemment, mais ce sera engagé. Ouais. Pour ce travail-là, pour cette œuvre-là que tu vas présenter à partir de la fin février, Porte Close, tu t'es inspiré de recherches que tu as fait à l'Assemblée nationale, mais aussi de ton implication. Tu as travaillé en politique, je pense. En fait. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, pendant ma dernière année au conservatoire, j'ai eu envie de rencontrer des politiciennes. Je pense que j'avais ce rêve-là un petit peu. En fait, moi, j'ai découvert vraiment la politique provinciale en 2018. C'était mes premières élections où je pouvais voter. Donc, puis c'était vraiment la folie de QS. Ça explosait. Il y avait Catherine Dorion qui se présentait en politique. Puis sa candidature me parlait beaucoup vu que je me reconnaissais en elle. Donc, c'est comme ce petit germe-là qui a été semé en moi. Puis, je suis allée au conservatoire. Donc, ça a comme été mis sur le côté pendant 3 ans. Puis, à la fin de mon conservatoire, c'est vraiment réapparu cette envie, cet appel, en fait, de la politique. Mais je me disais, je connais pas ce monde-là, j'ai envie d'en connaître plus. Donc, j'ai eu envie de parler à des politiciennes pour savoir c'était comment la vie politique. Et puis, après, c'était comme un petit peu une excuse, en fait, de faire un projet théâtral là-dessus pour un peu égoïstement avoir des informations sur c'est comment le métier de député. Mais après plusieurs conversations, je me suis dit, il y a vraiment un lien entre tout et puis ces rencontres-là doivent être présentées au théâtre. Ouais, donc, c'est vraiment devenu une vraie pièce. Mais c'est ça, mes entrevues, c'était en 2021, les premières. Puis après, moi, je me suis impliquée vraiment en 2022. Donc, c'est comme venu après. En fait, il y a une première version de Porte Close qui a été présentée au chantier en 2023. Puis cette version-là, elle parle de mon implication, mais c'est comme la première partie, en fait. Ceux qui ont vu les chantiers auront juste vu la première partie. Mais oui, l'implication est venue dans la pièce, c'est en parallèle, mais dans la vraie vie, l'implication est venue comme après le début des entrevues. Ouais. Et de ces recherches-là que tu as fait à l'Assemblée nationale, une des réalités qui t'a frappé, c'est la sous-représentation des femmes en politique. Tu voulais nous parler de ça aujourd'hui, précisément. Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça, je voulais commencer ma chronique avec ce sujet qui est cher à mon cœur. Puis je me suis dit que ce qu'on pouvait faire, c'est un petit peu de faire un survol plus historique et un peu général, comme si on regardait de l'extérieur un petit peu ce mois-ci. Puis le mois prochain, j'aimerais ça qu'on rentre plus à l'intérieur des dynamiques de pouvoir. Donc c'est ça. On commence toujours par 1940, le droit de vote des femmes. C'est comme ça que ça a commencé pour les femmes en politique provinciale au Québec, 1940. Puis en 1961, Marie-Claire Casgrain et Kirkland.
Casgrain, oui, c'est ça. Marie-Claire Casgrain est la première femme députée à être élue, puis elle est seule pendant 12 ans. Donc ça, c'est quand même, ça fait pas si longtemps que ça, 61, ça fait 64 ans. Puis pendant 12 ans, elle est la seule femme, fait que ça fait juste un petit peu plus que 50 ans qu'il y a plus d'une seule députée à l'Assemblée nationale. Elles ont été 5 à rentrer en même temps, au moins, c'était pas deuxième. Ça a comme été exponentiel est un grand mot, mais ça s'est quand même multiplié rapidement après ça. Mais je pense que ça donne une bonne idée, même si ça nous paraît loin, ça donne une bonne idée d'à quel point ça fait pas longtemps que les femmes sont en politique, qu'elles intègrent ce milieu-là, puis qu'il y a une masse critique, en fait. Le concept de masse critique, c'est d'avoir assez de gens, donc dans ce cas-là, assez de femmes, pour on sente on sente leur présence, puis que leur présence soit pas effacée, puis qu'elles sentent qu'elles peuvent s'exprimer. Donc, tu sais, je dirais pas que 5, c'est une masse critique. Là. J'ai parlé à une de ces femmes-là dans le cadre de mes recherches, puis elle me décrivait que quand elles sont arrivées à l'Assemblée nationale, les toilettes pour les femmes étaient à l'étage des visiteurs. Ouais. Donc, ça donne vraiment l'impression que tu es une visiteuse, tu pas ta place ici autant que les hommes. Puis, en faisant un petit peu ce survol hystérique-là, ben, on comprend pourquoi, à quel point ça peut être difficile de briser ce carcan-là de l'homme politique parce que même si c'est pas voulu, même s'il y a beaucoup d'initiatives pour laisser une plus grande place aux femmes, ça reste que, sans s'en rendre compte, ce modèle-là est créé pour les hommes. C'est qui cette femme-là qui t'a parlé? Une des 5 Original 5, je peux pas révéler mes sources, mais je me dis que vu que c'est une citation, je me permettrai pas une citation plus personnelle, mais vu que c'est quelque chose d'assez général que je crois qu'elle a déjà dit en entrevue, je me permets de partager ça, mais il y aura pas de grand scoop à ce micro, malheureusement. Mais dans la pièce, il y aura des bonnes citations, si vous voulez. Parfait. Mais oui, c'est ça. Donc, on commence à partir de 2012 vraiment à avoir un bascule vers quelque chose qui s'approche d'une parité, 32,8 %, mais on voit que 2 ans plus tard, en 2014, ça baisse à 27 %. Donc, on montre vraiment que la parité, ben ça peut toujours reculer. T'sais. Puis même si dans les dernières années, là, on s'est rendu à 42 %, aux dernières élections, c'était à 46 %, ça a un petit peu baissé depuis avec les démissions, mais là, on est dans la zone paritaire, tu sais. Mais ça reste que le concept de la zone paritaire, 40 à 60 %, ben c'est un peu pour dire on a la parité alors qu'on est à 40. T'sais, techniquement, c'est pas encore 50 % même si les choses se sont beaucoup améliorées. Puis ça peut encore baisser. Donc, c'est ça. On voit que la parité, il y a des avancées, mais ça peut toujours reculer. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, ben là, moi, je me questionne, tu sais, qu'est-ce qui explique la sous-représentation des femmes en politique québécoise? Il y a Thomas et Baudet qui ont fait une enquête et qui ont prouvé qu'entre 2004 et 2011, les femmes étaient plus susceptibles de se faire placer dans des circonscriptions qui étaient perdantes. Mais ça, c'est au fédéral, par contre. Et même si cet article-là est sorti puis qu'il y a eu beaucoup de discours autour de ça, Manon Tremblay a prouvé que ce phénomène-là n'est pas observable au Québec. En fait, selon Radio-Canada, depuis les années 90, les hommes et les femmes ont la même chance de remporter une circonscription. Ici au Québec. Ici au Québec, okay. Exactement. Ils appellent ça la falaise de verre. Hein? Je sais pas si on a parlé de ça avec un chroniqueur la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ce mécanisme mental-là qui s'installe, ou mécanisme systémique qui s'installe, puis qui consiste à placer des femmes dans des situations désespérées, les envoyer à l'abattoir en quelque sorte. Et ce que tu nous dis, au fond, c'est qu'au Québec, on est moins enclin à faire ça qu'en politique fédérale, c'est ça? On est moins enclin à faire ça spécifiquement dans des circonscriptions qui vont être perdantes. Par contre, je pense pas que ça s'applique, que le fait que ça s'applique pas au Québec est prouvable nécessairement dans des postes de pouvoir en politique. On a observé Pauline Marois, on a eu effectivement l'exemple de Kim Campbell que tout le monde connaît. On va peut-être avoir un prochain exemple au Parti libéral, quoique là, on est moins sûr. Ouais. Mais oui, les femmes ont tendance à être placées dans des hauts postes de pouvoir quand, Dominique Anglade aussi, évidemment, quand le parti est au plus bas. Et on l'a vu aussi à la CAQ, parce que c'est ça, j'allais te dire qu'il y a plus d'hommes quand même encore qui sont ministres que des femmes. C'est sûr qu'au provincial, on voit que François Legault, dès 2018, a présenté un conseil des ministres paritaire. Mais ceux qui s'y connaissent un petit peu plus vont aussi savoir qu'il a remplacé 3 ministres femmes par des hommes quand même assez rapidement, dont Marie-Chantal Chassé, la première à avoir été remplacée ministre de l'Environnement. Et puis justement, c'est le parfait exemple de ça, Marie-Chantal Chassé, parce que la CAQ avait pas un plan
niveau environnement, ils n'avaient pas un plan fort, ils n'avaient pas assez développé leurs idées et ils ont placé cette femme-là qui avait aucune expérience politique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas l'expérience nécessaire pour être en environnement. Elle était en aéronautique avant, mais ça reste que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience niveau communication, tout ça, et qui n'avait pas de plan dans son ministère. Et quand tu es ministre, tu es responsable du plan. Donc, elle est arrivée en conférence de presse. Elle a mal performé politiquement. Elle a cherché ses mots et ça a pris juste cette conférence de presse-là pour qu'il la tasse. Ouais. Et remplacée par un homme. Et puis après, là, ils ont pris le temps de garnir leur programme parce qu'il y avait eu controverse. Mais dans les faits, c'est cette femme-là qui a été vraiment placée à l'abattoir. Sacrifiée, en quelque sorte. Oui, exactement. Envoyée devant la meute journalistique selon, selon certaines. Ouais, donc il y a eu Marie-Chantal Chassé, il y a eu Marie-Ève Proulx, puis il y a eu Sylvie Damour. Mais ça, on reviendra à ces dynamiques un petit peu plus internes la prochaine fois. Mais si les femmes ont autant de chances de se faire élire, ben pourquoi on n'arrive pas à une parité parfaite? Moi, c'est ça ma question, parce que ça reste qu'on est 50-50. Il y a eu 43% de candidatures féminines aux dernières élections et 46% élus. Donc, c'est le fun que ça soit plus haut niveau élu, mais ça reste qu'on n'est pas égal. Puis niveau élection, c'est sûr que la première chose un petit peu à laquelle on pense quand on pense aux femmes en politique, c'est la conciliation travail-famille. Ça ressort beaucoup. C'est un enjeu qui est mis de l'avant par certaines femmes. D'autres sont un petit peu hésitantes à le mettre de l'avant parce qu'elles ont peur de tomber dans ce cliché-là puis d'automatiquement dire « Ah, vous quittez la politique » parce que c'est impossible de concilier. Puis on sait que c'est très difficile de concilier, mais pour certaines femmes, dont Véronique Yvon, qui quand elle a quitté, a vraiment tenu à dire que c'était pas à cause de la conciliation. Ben, c'est que dire que les femmes quittent à cause de la conciliation, c'est comme dire t'as pas réussi à concilier les deux. Puis durant toutes ces années, tu réussissais pas, t'étais pas là pour tes enfants. Puis on comprend que ces femmes-là veulent pas mettre cette idée-là de l'avant. Mais ça reste que c'est très difficile parce que les femmes ont encore la charge principale des enfants souvent dans le couple. C'est dur de concilier niveau horaire, campagne et famille, c'est très intense, mais aussi juste la culpabilisation de pas être là pour des grands moments dans la vie de ses enfants. C'est très difficile pour les femmes politiciennes. Aussi, les femmes, statistiquement, elles occupent encore des emplois moins rémunérés, donc ça va être plus difficile de se faire remplacer au travail, de prendre un congé sans solde qui est nécessaire pour mener une campagne électorale. Donc tout ça, ça fait que les femmes, ça va être plus difficile de les convaincre de se présenter. Aussi, deuxième grand enjeu, le syndrome de l'imposteur. Les femmes, elles ont tendance à douter plus de leur capacité. C'était Monique Jérôme-Forget qui avait sorti une statistique dans un essai sur l'économie que si les femmes répondent à 95% des exigences, elles vont pas présenter leur candidature parce qu'il en manque 5%. Alors que les hommes, s'ils répondent à 75%, ils vont se présenter. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment pitié. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. T'sais, peut-être que les hommes se présentent trop facilement, peut-être que 5%, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup qui nous manque. Donc, mais c'est ça, faut davantage les convaincre ça. Toutes les politiciennes, Valérie Plante, on a parlé, Pauline Marois, beaucoup aussi. C'est très difficile à les convaincre. Puis souvent, en fait, pour les convaincre, il faut leur dire, c'est sûr que tu vas pas gagner. Donc, c'est quand pour même... Pour les convaincre de se lancer? Oui, faut leur dire, t'es sûr que c'est bizarre, hein, parce que je dis depuis tantôt que c'est difficile. Oui, exactement. Ouais. C'est qu'elles se disent, OK, ça va être intense la campagne, mais aussi, il y a une notion de solidarité, de je vais mettre la main à la pâte pour le parti. Mais, la vie de politicienne en tant que telle, day-to-day, que pendant 4 ans, ça affecte ma vie familiale, souvent, ma vie de couple, des fois, il y a des politiciennes qui me disaient que si une femme n'a pas d'enfant, des fois, elle va prendre plus de dossiers, puis on va dire, parce que toi, tu n'as pas de famille. Ouais. On s'entend qu'on a une famille si on n'a pas des enfants. Mais il y a quand même beaucoup de la notion des autres, en fait. C'est une autre politicienne qui me disait... quand on pense à se présenter, les politiciennes, elles vont se dire qu'est-ce que j'ai à perdre, alors que les hommes vont dire qu'est-ce que j'ai à gagner. Mm-hmm. Donc, les femmes vont, dans ces cas-là, vont voir la campagne électorale comme un beau théâtre sur lequel faire valoir leurs idées, faire avancer leur cause, mais ça les rassure de savoir qu'elles vont perdre parce que ça les intéresse pas forcément, compte tenu de ce qu'on attendait sur le plan familial, tout ça, ça les intéresse pas forcément de se lier les mains pour un mandat de 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est pas une question d'intérêt que de restriction, de penser vraiment trop à... trop...
pas trop selon leur point de vue, mais ouais, de penser à l'impact que ça va avoir, en fait. Ouais. Parce que clairement, c'est un métier de passion, la politique, et puis tout le monde, pour vouloir en faire avec l'intimidation sur les médias sociaux, avec l'horaire chargé, c'est sûr que ça prend de la passion, mais... Ouais, il y aurait une chronique à faire juste là-dessus, là, les volets de bois vert qui se prennent sur les médias sociaux puis qui sont empreints de sexisme dégueulasse le plus souvent. Ouais, puis, non, exactement. Ça aussi, je peux comprendre que ça puisse décourager des politiciennes de se lancer. Oui. Puis on m'a dit, depuis la pandémie, particulièrement pour les hommes et pour les femmes, vraiment, ça a bondi. Ouais, moi, j'ai commencé mes entrevues en 2021, donc c'était post-pandémie déjà, mais c'est vrai que pour les femmes, par contre, c'est intégrité physique, c'est sexualité, c'est vraiment plus... c'est plus dégradant, en fait, plus que violent. Ouais. Après, c'est sûr que pour tous les politiciens et politiciennes, c'est très violent, l'intimidation médiatique. Mais c'est ça, fait que on est dans la zone paritaire en ce moment avec plus de 40 candidatures féminines. Puis donc, on a un portrait un petit peu de la représentation qui s'améliore des femmes en politique. Sauf que ce qu'on perçoit, c'est que même si cette représentation-là s'améliore, il y a encore des femmes qui partent. Il faut comme beaucoup les remplacer parce qu'il y a beaucoup de départs. Fait que qu'est-ce que ça veut dire sur les dynamiques de pouvoir au Québec? C'est ça que je me demande et c'est ça qu'on va creuser dans la prochaine chronique. Écoute, c'est une première intervention qui augure très, très bien. Grand merci, Aude. Bien hâte de te parler comme ça. On va jaser aux 2 semaines, puis on va aborder ces sujets-là ensemble. Je rappelle, on aura l'occasion de parler davantage du travail que tu as fait pour Porte Close, mais je rappelle que les billets sont en vente donc pour ce spectacle-là que tu mets en scène et qui sera présenté à Premier Acte à partir du 25 février. C'est pas moi qui le mets en scène, c'est Agathe Foucault. Moi, je joue dedans. Moi, je l'écris et je joue dedans. T'as écrit, pardon. Oui, tu fais tout sauf la mise en scène. C'est moi. Oui, exactement. Voilà. Super. Merci, Aude. À la prochaine. Bye bye. Merci à toi, Philippe.